Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Smart Roadster 82 chevaux de 2003. Donc les amis, aujourd'hui vous l'aurez compris, le test de la Smart Roadster, une voiture que je rêve de tester depuis qu'elle est sortie il y a maintenant près de 20 ans. Je remercie encore l'abonné qui est venu jusqu'ici afin que je puisse en faire le test, très sympa de sa part. Donc beaucoup d'entre vous ont peut-être oublié complètement cette Smart Roadster. C'est un véhicule qui a été vendu pendant assez peu de temps. De mémoire, c'est entre 2002 et 2005. Et la production de ce modèle a réellement été pendant 2002-2003, pas plus que ça. On est sur une Smart, donc la marque citadine de chez Mercedes. Et ils ont voulu à l'époque sortir un modèle un peu exubérant pour sortir du côté purement utilitaire de la petite Fortwo et de la Forfort. Là on est sur un truc, c'est purement un jouet. Et d'ailleurs, vous verrez que dans ses caractéristiques et même dans ses dimensions, ça ressemble énormément aux K-Car japonaises sport qui étaient vendues à la même époque. Aujourd'hui, le modèle que je teste est en finition cabriolet. Mais il faut savoir qu'il y avait aussi une finition appelée coupé qui se différencie surtout par la lunette arrière. Là, vous avez juste une vitre en position verticale et ensuite c'est un coffre. Sur l'autre version, vous avez un genre de haillon vitré et les deux versions étaient vendues à peu près le même tarif. Cette voiture était aussi proposée à l'époque dans différentes motorisations. C'était toujours la même base mécanique, donc on est sur un 3 cylindres qui développe aujourd'hui 82 chevaux, c'est un 3 cylindres turbo. Mais il existait une version plus entrée de gamme, dirons-nous, qui ne développait que 62 chevaux. Et le sommet de la gamme, c'était la version préparée par Brabus, un préparateur allemand très connu, qui elle développait 100 chevaux. On est sur un tout petit véhicule, donc au niveau du poids, c'est plutôt léger. Elle fait 780 kg. Bien sûr, le poids peut varier en fonction de la finition et des options qui étaient prises à l'époque sur ce véhicule. Smart étant une filiale de Mercedes, à l'époque, il y avait quand même pas mal d'options proposées. Aujourd'hui, dans le véhicule, en option, on a le volant à 3 branches, qui était donc une option. Et ce volant permettait aussi d'avoir des palettes afin de changer de vitesse. Car j'ai oublié de vous le préciser, cette voiture n'était disponible à l'époque qu'avec une boîte automatique à 6 rapports. Le modèle que je teste aujourd'hui est quasiment en configuration origine. Il n'a pas été modifié ou tuné. Vous avez juste sur ce modèle l'échappement qui a été remplacé par un échappement Brabus. Donc c'est un échappement qui était une option si on peut dire, mais là c'est une option qui a été rajoutée par la suite. Ça donne normalement une meilleure sonorité. En ville actuellement, j'ai pas réellement de bruit supplémentaire. On verra ce que ça donne tout à l'heure lorsque je monterai un petit peu plus haut dans les tours. Ce que j'adore vraiment avec ce véhicule, c'est déjà son esthétique. J'adore le look de cette voiture. Elle a vraiment un look sport. Elle est très basse, ramassée. Elle a des jantes à l'arrière qui sont plus imposantes qu'à l'avant. Les pneus d'ailleurs aujourd'hui sont d'une largeur supérieure à l'arrière qu'à l'avant. C'est une propulsion, moteur central arrière. Enfin, elle a tout d'une petite voiture de course et j'adore vraiment cette esthétique. En plus, elle reprend une des caractéristiques propres au Smart, l'espèce de d'arche, si je peux dire, qui commence sur les bas de caisse et ensuite fait tout le côté de la voiture pour finir de l'autre côté. À l'époque, vous pouviez avoir en plus une arche d'une couleur différente du reste de la carrosserie. Aujourd'hui, vous voyez que sur ce modèle, l'arche est gris-argent, alors que le reste de la voiture est dans un gris-vert. Je ne saurais pas donner exactement le terme, mais c'est plutôt sympa comme couleur. Et bien sûr, le fait d'avoir une voiture aussi compacte, aussi basse, aussi sport, ça fait que on a une position au ras du sol. Personnellement, j'adore cette sensation. Et vous avez aussi aujourd'hui une visibilité assez bonne, car je n'ai pas les montants, on est au ras du sol, mais il y a quand même des bons espaces vitrés.
Il y a uniquement des angles morts quand on essaie de tourner la tête avec le haut des sièges et aussi les fameuses arches qui enlèvent un peu de visibilité. À part ça, on voit plutôt bien derrière. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est sur la version cabriolet et cette configuration de cabriolet a plusieurs possibilités. Là vous le voyez, je suis complètement ouvert, la capote est remise dans son rangement et je n'ai pas non plus les montants. Les deux montants en fait sont amovibles, vous pouvez les ranger dans un emplacement qui leur est réservé dans le coffre à l'avant. Tout ça se démonte assez rapidement et facilement et la capote, elle, ne peut être redéployée que lorsque les montants sont présents. Il s'agit d'une capote avec un mécanisme électrique. Malheureusement, le mécanisme est tombé en panne juste au moment où on a commencé à faire le tournage. Donc aujourd'hui, je ne pourrai pas vous le montrer en fonctionnement. Alors les amis, comme d'habitude, je vais essayer de faire un test d'accélération du 0 à 100. Le problème, c'est qu'on est sur une voiture pas très performante, elle ne fait que 82 chevaux et je ne suis pas certain que l'espace ici sera suffisant pour monter à 100 km/h. Néanmoins, je vais essayer. Je rappelle donc qu'elle pèse un peu moins de 800 kg. On a une boîte automatique et là d'ailleurs, je vais faire une première accélération en laissant la boîte gérer totalement. Je vais juste mettre pied au plancher. Je vous dirai bien sûr à quel moment j'arrive à 100. Allez, on est parti. Let's go, pied au plancher. Donc ça met beaucoup de temps avant de se lancer. Ensuite le compte-tours monte jusqu'à la zone rouge, soit 6000 tours. Et j'arrive à 100. Maintenant je ralentis. Alors le freinage est très surprenant parce que on a l'ABS, vous l'avez vu. Par contre, c'est un peu de l'ABS à l'ancienne et donc ça bloque, ça débloque, ça bloque, ça débloque. Mais c'est pas aussi rapide, un peu comme une mitraillette comme on pourrait avoir sur les machines vraiment modernes où on sent même plus que ça bloque vraiment. Là, c'est ça s'arrête, ça débloque, ça s'arrête, ça débloque. Mais finalement, le freinage est quand même assez performant, alors que sur cette voiture, on a des disques uniquement à l'avant. À l'arrière, ce sont encore des tambours. Au niveau esthétique, c'est pas terrible, mais au niveau efficacité, c'est largement suffisant. Maintenant que je me trouve ici, on va essayer de vérifier si on peut faire demi-tour sans sortir de la route. Donc, je braque à fond. Ouais, l'angle de braquage n'est pas exceptionnel parce que la voiture est quand même assez petite. On s'attendrait à mieux. Donc les amis, ce coup-ci, je vais refaire l'accélération, mais je vais essayer de passer les vitesses moi-même avec les palettes. Allez, c'est parti, let's go, pied au plancher. Donc c'est toujours aussi long à démarrer. Et 100. De nouveau, je freine. Franchement, je suis surpris par l'efficacité de ce moteur. C'est pas trop brutal, ça marche très bien. Par contre, c'est vrai qu'il prend assez peu de tours, pas plus de 6000 tours. Moi qui utilise fréquemment des K-cars japonaises avec des motorisations similaires, je suis surpris parce que les K-cars montent la plupart du temps à 8, voire même 9000 tours avec une cylindrée similaire. La sonorité à l'échappement n'est pas exubérante non plus. Même avec cet échappement Brabus, vu qu'on monte assez peu dans les tours, on n'a pas une sonorité de petite voiture de compète comme on pourrait avoir, comme je vous disais, sur des K-cars japonaises. Je repasse en mode automatique, j'arrive de nouveau en agglomération. Et vraiment, pour l'instant, le seul reproche que j'ai à faire au niveau dynamique, c'est la difficulté au véhicule à se mettre en mouvement.
Il y a vraiment une phase où il se passe pas grand chose et ensuite, oui, ça part et ça devient beaucoup plus dynamique. Mais dans cette première phase de transition, c'est vraiment pas agréable. Bon, maintenant, il faut que je vous parle un petit peu quand même de l'intérieur de ce véhicule et de la finition. On va commencer par les sièges. Donc, bien que ce soit un véhicule avec un look un peu exubérant et plutôt sport, les sièges, eux, sont assez standards. On est sur ce modèle avec les sièges de base en tissu. Il était disponible à l'époque une sellerie cuir qui proposait aussi des sièges chauffants. Il n'y a pas de réglage en hauteur, il n'y a pas de réglage d'inclinaison de l'assise. C'est assez dommage, surtout que le volant, lui aussi, est complètement fixe. Il ne se règle ni en hauteur ni en profondeur. La finition à l'intérieur du véhicule, c'est clairement le point faible de cette voiture. Vous voyez qu'il y a du plastique gris-noir un peu partout. Et malheureusement, ces plastiques ne sont ni jolis, ni agréables au toucher et vieillissent pas très bien non plus. Donc déjà, à l'époque, c'était un reproche qu'on faisait à ce véhicule. Maintenant, 20 ans après, c'est clairement devenu très mauvais. Ça me fait beaucoup penser finalement à l'impression bas de gamme qu'on pourrait avoir à l'époque sur une de ses concurrentes, la Ford Streetcar. Et à l'extérieur, la finition n'est pas meilleure. On a beaucoup d'aspects en plastique sur cette voiture, que ce soit à l'avant, sur les côtés ou à l'arrière. Et les plastiques, avec le temps, finissent par se ternir, devenir un petit peu gris. Ça vieillit complètement le véhicule, c'est assez dommage. Et même la peinture en elle-même n'est pas d'une qualité exceptionnelle. On peut voir par endroits que le vernis commence à s'écailler. Et c'est vraiment le problème en fait. À la base, cette voiture, lorsqu'elle a été construite, on sent qu'il n'y a pas eu un souci d'en faire quelque chose d'un peu luxe. C'était juste une voiture, on va dire, chère, mais la finition n'était pas en rapport avec le prix qui était demandé à l'époque. Vu que ce véhicule est équipé d'un turbo, lorsqu'on relâche les gaz, on entend un peu la dome valve. C'est assez agréable, mais c'est vrai que le bruit est quand même assez feutré. J'arrive maintenant sur un dos d'âne que je prends à 30 km/h. Alors les suspensions sont actuellement assez fermes, à savoir que la suspension sur ce véhicule a été rabaissée de 3 ou 4 cm. Je vais de nouveau prendre un dos d'âne, je suis toujours à 30 km/h. Ouais, c'est assez ferme, mais en même temps, c'est pas tape-cul. Personnellement, j'aime bien ce réglage. On verra ce que ça donne dans des virages tout à l'heure. Pour revenir sur la boîte de vitesse, lorsque je suis en agglomération, le mode automatique est parfaitement bien géré. Il n'y a pas d'à-coups, c'est agréable, il n'y a pas de brusquerie. Et je suis rarement en train de me dire, là, je devrais plutôt avoir un rapport en plus ou en moins. Globalement, la mécanique fait bien son boulot. J'arrive maintenant dans une succession de virages, je me suis remis en mode manuel. Allez, on est parti. Donc faut penser en fait à anticiper les changements de vitesse environ 500 tours avant. La redescente des rapports est par contre un peu lente. Parfois on aimerait changer de rapport et on se retrouve avec un rapport en dessous ou un rapport au-dessus. C'est vraiment quand on veut pousser ce véhicule en mode sport qu'on voit les limites de la boîte. Sinon en termes de tenue de route, c'est vraiment pas mal. Le freinage est rassurant, même s'il faut appuyer fort pour avoir du bon mordant. Et finalement, le moteur est largement suffisant. On se retrouve au-delà des limites assez vite. Ce qui me surprend, je le répète, le plus, c'est le manque d'allonge du moteur. Et vu qu'en plus on est obligé d'anticiper nos passages de rapport en mode manuel, bah on se retrouve très souvent à changer de rapport dès qu'on voit l'aiguille arriver vers 5000 tours. C'est plutôt surprenant. Sur ce véhicule, vous pouvez voir que le compteur est assez ressemblant à ce qu'on aurait sur une moto. On a un cadran pour la vitesse, un autre pour le contour, avec des aiguilles rouges, donc c'est assez facilement lisible. On a un petit écran à cristaux liquides monochrome qui vous indique votre réserve de carburant. Il y a une horloge, vous avez aussi le rapport qui est engagé et le mode aussi. Là par exemple, il me dit que je suis en mode automatique. Vous pouvez avoir le kilométrage, les trips, enfin c'est
assez standard. Par contre, il n'y a pas la consommation instantanée ou moyenne, ça c'est dommage. Et vous avez aussi dans cette voiture, sur le tableau de bord, deux autres compteurs, enfin deux autres jauges plus exactement. Une pour la pression du turbo et l'autre pour la température du liquide de refroidissement. Bon, pour vous décrire le reste de la console centrale, c'est une fois de plus des plastiques noirs gris. Vous avez les boutons pour le verrouillage, vous avez les feux de détresse, des givrages, la clim, car ce véhicule est équipé de la clim, un espace indigne avec aujourd'hui un autoradio d'un format supérieur, et en dessous c'est les boutons qui permettent d'ouvrir le coffre, les vitres électriques, la capote électrique, et on peut, si nécessaire, désactiver l'ESP. J'arrive maintenant sur l'autoroute, je vais m'insérer, on va laisser passer ce poids lourd. Alors là, faut pas hésiter à accélérer à fond. Ouais, dans ces phases-là, en automatique, c'est pas terrible. On a la boîte de vitesse qui est jamais sur le rapport qu'on souhaiterait avoir. Je vais essayer de dépasser. Je réaccélère à fond. Et le problème, c'est que il suffit qu'on soit contraint de lâcher un peu l'accélérateur pour que la boîte de vitesse, elle monte les rapports pour économiser du carburant. Et ensuite, quand on veut réaccélérer, il se passe pas grand-chose. Là, je vais faire un test de reprise. Je suis à 110 en 6e, j'accélère à fond. Et clairement, il se passe quasiment rien. 120, 125, 130. Et j'ai même l'indicateur de vitesse qui me disait de redescendre dans les rapports afin de gagner en accélération. Donc là, je suis toujours à 110. Je passe la 5, je passe la 4. Et là, j'accélère à fond. 110. Je passe la 5, 120, 130. Ouais, de nouveau, lorsqu'on veut vraiment maximiser ses performances, la boîte de vitesse est assez vite une gêne en fait. Alors bien que ce soit un tout petit véhicule, on a quand même quelques rangements sur cette voiture. Le coffre principal est à l'avant, vu qu'on est sur un moteur arrière. Et dans cet emplacement, vous pouvez facilement mettre un gros sac à dos. Il y a aussi l'emplacement réservé pour les barres de toit, je le rappelle. On a aussi à l'arrière un coffre au-dessus du moteur. Et celui-ci paraît tout petit, alors qu'en fait, il doit être quasiment de la même taille qu'à l'avant. À l'intérieur, les rangements sont assez limités, il faut l'avouer, déjà la voiture n'est pas très grande. Vous avez un vide-poche dans chaque porte, vous avez une toute petite boîte à gants, elle a quasiment pas de profondeur. On a un autre vide-poche pour mettre quelques pièces en dessous du levier de frein à main. Et le dernier, entre guillemets, rangement, c'est dans la console centrale, vous avez un range CD. Ça, c'était une option aussi à l'époque. Et certains des ranges CD font aussi office de porte-gobelet. Pour revenir un petit peu sur le style de cette voiture, j'aime beaucoup aussi tous ces aspects d'éclairage, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. J'ai toujours trouvé ça très bien dimensionné, très bien proportionné. À l'avant, on a, vous le voyez, plusieurs petites optiques rondes. C'est très très joli. À l'arrière, on a deux optiques avec un look un peu Lexus, Crystal, mais sans exagération, sans exubérance. Et je trouve une fois de plus que ça s'harmonise très bien avec le reste du design de la voiture. Donc je pense que vous l'aurez compris, à la conduite finalement, cette version 82 chevaux, c'est très très sympa. Et c'est uniquement si on essayait en fait d'en faire une machine de circuit, un peu comme, je sais pas, une Twingo RS ou des machines vraiment plus pointues que de ce genre, que là on peut être extrêmement déçu par cette voiture et surtout globalement par sa boîte de vitesse. Mais en utilisation normale, c'est plutôt efficace. Le seul gros point noir pour moi, c'est vraiment quand on se met en route. Il y a un gap de 1-2 secondes avant que ça bouge et je trouve ça vraiment désagréable.
Et pour finir sur le tableau des défauts de cette voiture, elle n'est pas non plus extrêmement réputée pour sa fiabilité, ce sera même plutôt l'inverse. Le moteur, donc je le rappelle, 3 cylindres, 700 cm3 turbo placé à l'arrière, est un moteur dérivé de ce qui équipe également les Smart Fortwo. Et clairement, cette voiture n'a pas été construite à la base pour être conduite pendant des centaines de milliers de kilomètres. Aujourd'hui, la voiture a un peu plus de 200 000 kilomètres, ce qui est plutôt rare sur une Smart Roadster, à savoir que le moteur a été remplacé à environ 110 000. Donc, si on est, comment dire, précautionneux avec ce moteur, si on fait les entretiens pile au bon moment, si on en prend soin tout simplement, on peut dépasser les 150 000. Il y a des voitures qui l'ont fait sans problème. Mais il faut savoir que ce moteur n'aime que très peu être malmené, surtout que d'origine, la vidange de ce moteur se fait par aspiration. Cette conception à la base a participé aussi au nombre de casses moteurs qu'il y a eu à l'époque. Comme je le disais, c'est pas un véhicule qui a été produit et distribué pendant longtemps, donc maintenant d'occasion ça devient un peu rare. Bien sûr, les moins chères sont celles qui ont le plus petit moteur en 62 chevaux et ça se touche à partir de 5 000, 6 000 euros pour les modèles, on va dire les moins frais, et ça peut aller maintenant jusqu'à près de 20 000 euros si vous trouvez un modèle édition Brabus à 100 chevaux avec toutes les options de l'époque. Ça peut monter assez haut. Donc vous en doutez, entre les moins chers et les plus chers, celle-ci se place pile au milieu. Donc c'est entre 8 et 12 000 euros en fonction de l'état. On en trouve un peu moins cher, mais souvent elles n'ont pas d'historique, le moteur est au bout de sa vie. C'est difficile de trouver ce genre de voiture en vraiment très bon état avec un suivi nickel. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire sur la Smart Roadster 82 chevaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Si vous possédez cette voiture ou un de ses dérivés, n'hésitez pas également à nous faire votre retour d'expérience, ce sera très intéressant. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager celle-ci sur les réseaux sociaux. Moi, je m'en vais rendre ce petit bolide à son propriétaire, que je tiens encore à remercier. Et je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours réalisés en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien, contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle également que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. N'oubliez pas de vous abonner et comme ça, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Bye à tous! Ce que j'adorerais maintenant, c'est que Smart se lance sur un nouveau Smart Roadster qui reprendrait globalement la même esthétique parce que je la trouve toujours aussi jolie. Et bien sûr en électrique pour être conforme avec les nouvelles normes anti-pollution. Ce serait absolument génial qu'un véhicule comme ça soit mis sur le marché.